Un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Un prêtre français a été enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord du Cameroun, dans un monastère à la proximité de la frontière du Nigeria, pas très loin de là où avait été kidnappé, vous vous en souvenez, la famille Moulin-Fournier. Le père Georges Van de Bosch, 42 ans, était le curé de la paroisse de Getchewe. Il était installé au Cameroun depuis 2 ans. La zone, on le rappelle, était formellement déconseillée par le ministère français des Affaires étrangères. Alors à l'heure où je vous parle, l'enlèvement n'a toujours pas été revendiqué, mais les soupçons se portent sur la secte islamiste Boko Haram. Quelle est cette secte? Se pose également, une fois encore, la question de la sécurisation des frontières. Et puis pourquoi les Français semblent-ils devenus la cible privilégiée des terroristes? C'est le sentiment, en tout cas, que l'on a ce soir. Eh bien, on va en parler ce soir avec Seydi Kaba. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à Jeune Afrique. Dorothée Moisan, bonsoir. Vous êtes journaliste à l'agence France Presse et auteur de Enquête sur le business des otages, Rançon, Enquête sur le business des otages, et c'est aux éditions Fayard. Odon Vallet, bonsoir. Vous êtes historien des religions, auteur de Chronique du village planétaire, et c'est aux éditions Desclés de Breuer. On part tout de suite, si vous le voulez bien, au Nigeria, à Lagos, capitale économique du Nigeria, où se trouve Julie Vandal. Julie, bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les dernières informations dont vous disposez ce soir? D'après le gouvernement camerounais, en tout cas, le gouvernement camerounais craint ce soir que le prêtre enlevé aurait été emmené au Nigeria. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Alors pour le moment, du côté nigérien, on n'a absolument aucune confirmation du fait que le père Georges Van den Busch serait au Nigeria. En tous les cas, les sources sécuritaires que j'ai interrogées jusque-là n'ont absolument pas confirmé, n'ont dit ne pas avoir entendu parler de cette affaire. Alors ce qu'on sait pour le moment, les événements se précisent un peu au fil de la journée. Alors l'enlèvement s'est déroulé hier tard dans la soirée à Getchewe, c'est près de Koza, c'est dans l'extrême nord-ouest du Cameroun, à une vingtaine de kilomètres environ de la frontière avec le Nigeria. Et selon des sources concordantes, ce sont des hommes armés qui ont attaqué la paroisse, hommes armés qui circulaient à moto, qui portaient des uniformes de combat et qui parlaient en anglais et en Haoussa. Le Haoussa, c'est la langue la plus parlée dans le nord du Nigeria et du Cameroun. Ils s'en sont d'abord pris aux sœurs en défonçant leurs portes et en leur demandant de l'argent. C'est alors que le père Georges Van den Busch a donné l'alerte en appelant les autorités françaises à Yaoundé. Il était environ 23h30, ce qui a permis à une petite délégation de forces camerounaises de se rendre sur place environ une demi-heure après. Mais il était déjà trop tard. Entre-temps, les ravisseurs ont enlevé le prêtre après avoir essayé en vain de traîner son coffre-fort dans sa chambre. Et ils se seraient enfuis avec leur otage ensuite vers le Nigeria. Mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons absolument aucune confirmation de cette piste-là. Alors Julie, toujours pas de revendication à l'heure où l'on se parle, mais les soupçons se portent sur la secte islamiste Boko Haram. Est-ce que cette piste est privilégiée ? Alors encore une fois, il faut être très prudent avec cette information-là. Ce qui est vrai, c'est que l'enlèvement de ce père français rappelle à certains égards celui de la famille Moulin-Fournier qui avait été enlevé, vous vous en souvenez sans doute, en février dernier. C'était ce couple, leurs 4 enfants et le frère du mari qui visitaient le parc naturel de Ouaza, qui est situé non loin d'Ngetchewe, la paroisse du père français. Et en fait, après leur libération, 2 mois plus tard, on avait appris qu'ils avaient été kidnappés par des coupeurs de route, par des bandits, qui les avaient ensuite conduits au Nigeria avant de les remettre quelques jours plus tard entre les mains de la secte islamiste Boko Haram. Alors est-ce que c'est le même scénario qui se profile dans le cas du père Georges? Pour le moment, c'est impossible de déterminer l'identité exacte des ravisseurs, même si c'est vrai que des soupçons pèsent sur Boko Haram, qui est aujourd'hui un groupe assez hétéroclite, composé à la fois de bandits et de véritables radicaux. Merci beaucoup Julie Vandal, correspondante de Radio France Internationale en direct de Lagos ce soir. On va partir maintenant au Cameroun. On va retrouver sœur Françoise Moutarabayaye. Bonsoir madame, vous êtes religieuse de la communauté de Getchewe. Vous étiez avec le père Georges lorsque celui-ci a été enlevé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que les voleurs sont arrivés chez nous. Ils ont forcé la fenêtre et la porte. Ils sont entrés dans une chambre où nous étions, une sœur et moi. Ils ont demandé de l'argent. Nous avons dit qu'on n'en avait pas. Ils ont tout versé par terre. Ils ont fouillé. Et ils ont volé un peu
d'argent et puis des livres et des sacs. Et au moment où ils volaient, la population a crié, ils se sont enfuis. Et quand nous sommes rendus compte que les gens étaient là avec nous pour nous secourir, nous sommes partis voir la maison du père Georges. Nous avons trouvé toutes les portes saccagées. Tout était éparpillé par terre. Nous n'avons pas vu les pères. Nous ne savons pas dire s'il a été enlevé ou quoi, parce que nous n'avons vraiment rien de spécial. Nous n'avons aucune précision. Merci beaucoup, merci sœur Françoise Moutabaraïb d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de France 24 et de nous avoir raconté ce qui s'est passé ce soir et donc l'enlèvement du père Georges. Seydi Kaba, cette affaire rappelle l'enlèvement, et Julie Vandal le disait tout à l'heure, de la famille Moulin-Fournier. Absolument, elle rappelle à la fois sur le plan du mode opératoire, ces gens semblent visiblement avoir opéré avec des motos, sont venus enlever le père et repartir avec lui vers le Nigeria. Donc le mode opératoire à la fois et sans doute la destination prise aussi renvoie à cet enlèvement de la famille Moulin-Fournier dont on a parlé. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup portent aujourd'hui leurs soupçons en direction de la secte Boko Haram qui est à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Est-ce qu'on peut penser que cet enlèvement était prémédité? Parce qu'on a bien entendu sœur Françoise qui a dit que finalement, au départ, on comprend bien que c'était... En tout cas, l'enlèvement ne semblait pas être le premier objectif, mais plutôt de soutirer de l'argent à ces religieuses. Ça renvoie à ce qu'elle a dit par la suite aussi, c'est que la secte Boko Haram s'est aujourd'hui éclatée en 1000 morceaux et il y a à la fois des éléments crapuleux, des éléments qui se revendiquent de la secte, des idéaux originaux de la secte. Là, dans le cas d'espèce, ils sont venus chercher des objets de valeur et ils sont repartis avec le prêtre, considérant que lui-même est un objet de valeur, entre guillemets, et qu'il pourrait par la suite essayer de le monnayer, essayer de gagner de l'argent, comme ça a été fait dans le cas du premier enlèvement de la famille Moulin-Fournier. Odon Vallée, qui est le père Georges, qui vivait donc non pas dans un monastère, mais bien reprise, mais dans un presbytère? Qui était-il, cet homme, et que venait-il faire au Cameroun? C'est un prêtre du diocèse de Nanterre qui était curé pendant 9 ans de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux, une grande et belle paroisse dont l'église est classée monument historique, une paroisse plutôt intellectuelle, à côté de grands lycées comme la Canale, d'un IUT. C'est une paroisse relativement aisée, où il y a beaucoup de pratiquants, où l'église est pleine à craquer souvent. Et là, il a choisi d'être prêtre fidei donum, le don de la foi, c'est-à-dire de partir pour 3 ans renouvelables dans un pays du Sud. On voit beaucoup de prêtres africains en France, mais il y a encore des prêtres français qui vont en Afrique, avec évidemment certains risques. Il l'a fait en accord avec son évêque et avec l'accord de l'évêque camerounais. Le Cameroun est un pays qui est en grande partie chrétien. Il a été évangélisé par des Allemands, par des Anglais, par des Français, catholiques ou protestants. C'est un pays où il y a beaucoup de prêtres. C'est un pays qui a des problèmes d'ailleurs parce que l'archevêque de Yaoundé a récemment été démis de ses fonctions pour des problèmes financiers, mais c'est un pays où la France est très présente sur tous les plans, sur le plan culturel, intellectuel et aussi sur le plan spirituel. Donc en réalité, c'est un choix de vie de ce père français, un choix risqué, mais il n'a pas choisi le martyre comme ça, au contraire. Il souhaitait vivre pour évangéliser, mais malheureusement, il n'a pas eu de chance. On notera d'ailleurs que la famille Moulin-Fournier était aussi une famille catholique très pratiquante. Donc d'une certaine manière, la communauté catholique est très touchée. Il va d'ailleurs y avoir une veillée de prière à Saint-Jean-Baptiste de Sceaux dans quelques minutes. Mais au-delà, c'est un peu toute la communauté française qui s'interroge, parce que c'est vrai qu'au Cameroun, ça commence à être un peu risqué. Alors l'extrême nord du Cameroun a été déconseillé par le Quai d'Orsay. C'est la partie qui est proche du Tchad et du Nigeria. Mais pour un prêtre, ça serait un peu abandonner ses paroissiens et sa mission, un peu comme les moines de Tibérine en Algérie qui avaient pris beaucoup de risques, mais ils avaient estimé qu'il valait mieux rester. C'est un homme très dynamique, le père Georges, un homme qui probablement en France aurait eu des responsabilités bien au-delà d'une paroisse, mais qui avait choisi cette façon d'évangéliser au loin. C'est quand même assez triste, c'est un peu problématique pour tout dire, parce qu'il commence à y avoir pas mal d'enlèvements. Et puis il y a le côté catholique
musulmans. Il y a un vrai risque, c'est le durcissement des antagonismes religieux. On le voit en ce moment en Centrafrique. Et puis, il y a un risque, c'est qu'on assimile les musulmans à des terroristes, alors qu'ils sont une petite minorité. Et on va en parler. Je vais vous donner la parole, Dorothée Moisan, mais nous sommes en direct de Yaoundé, du Cameroun, donc avec le ministre camerounais de la communication, Isha Chiroma. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur l'antenne de France 24. Le père Georges serait au Nigeria, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le gouvernement camerounais. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations ce soir? Et est-ce que vous pouvez nous confirmer, parce que c'était encore dit avec beaucoup de prudence, est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ce soir? Ce que je peux, mes hommages, madame, merci de donner au gouvernement l'opportunité de s'exprimer à ce sujet. Une fois de plus et une fois de trop, malheureusement, cet enlèvement a eu lieu. C'est un crime abominable, d'autant plus abominable que la victime est ce prêtre qui donne toute son existence pour la grandeur, pour la beauté de l'humanité. C'est en cela que c'est révoltant, c'est dégoûtant. Je voudrais également dire que le gouvernement camerounais n'a jamais ménagé aucun effort et ne ménagera aucun effort pour mettre un terme à une telle situation. Je voudrais également dire que si par le passé, le gouvernement français s'est tenu aux côtés du gouvernement camerounais pour l'aider en termes de renseignements et autres, à localiser puis à obtenir la libération de la famille Fournier, il va sans dire que le gouvernement camerounais continue toujours à compter sur le gouvernement français pour la mutualisation des moyens, pour la mise en commun de tous les moyens afin qu'on puisse donc localiser et puis éventuellement obtenir la libération de ce prêtre qui était donc au Cameroun pour nous faire du bien. Je confirme effectivement l'enlèvement, mais je dis que dès lors que nous avons pris connaissance de cet enlèvement, tous les moyens humains, matériels mis à la disposition de nos forces de sécurité ont été immédiatement déployés, mais c'est une dizaine de personnes lourdement armées de Kalachnikov qui ont fait donc irruption, sont entrées par effraction dans le bâtiment qui abritait donc le prêtre, c'est-à-dire le presbytère. Malheureusement, lorsque nos forces sont arrivées, ces messieurs qui se déplaçaient en moto et qui avaient bien prémédité leur coup sont partis en direction de Kirawa, une localité située à une quarantaine de kilomètres à l'intérieur du Nigeria. Il est permis donc de penser que cette manière d'opérer porte la marque, la signature de cette secte extrémiste qui voudrait formater le monde à leur modèle, une secte que nous qualifions d'homophobe et puis mue par la cupidité. J'ai bien suivi le commentaire que vous aviez fait tout à l'heure, et c'est bien de ça qu'il s'agit, chère madame. Donc vous parlez bien, parce qu'il y a aussi la secte Ansarou. Pour vous, c'est la secte Boko Haram qui est donc derrière cet enlèvement, si je vous comprends bien. Nous ne serions... écoutez, je disais tout à l'heure que cette pratique est la marque de fabrique connue et reconnue de Boko Haram ou bien des affidés de Boko Haram. Tout à l'heure, un intervenant a dit que Boko Haram a éclaté en plusieurs morceaux. Seules les enquêtes, les investigations poussées pourraient nous dire de qui il s'agit. Est-ce Boko Haram? Est-ce un autre groupe criminel? Ce ne sont que les investigations qui nous permettront donc de savoir exactement de quoi il s'agit. Mais toujours est-il que c'est des hommes sans foi ni loi qui ont opéré une fois de plus dans notre territoire. Nous le condamnons, nous ne ménagerons aucun effort, non seulement pour mettre un terme, mais également faire en sorte qu'on puisse donc retrouver ce père qui est un grand ami du Cameroun. Une dernière question, Monsieur le Ministre. Il s'agit du deuxième enlèvement de Français depuis le début de l'année. Est-ce que ça veut dire que vous ne contrôlez toujours pas le nord de votre pays? Non, votre lecture est un peu exagérée, madame. Vous savez, ce que nous disons, c'est qu'il est impossible à un État de par le monde de mettre un gendarme ou un policier derrière pour protéger un citoyen afin qu'il puisse jouir de sa liberté et de ses biens. C'est voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, mais nous avons sécurisé nos frontières, nous avons la collaboration de nos populations qui en ont marre, qui apportent le soutien inconditionnel à nos forces, à nos services de renseignement. Nous disons que le Cameroun reste aujourd'hui ce havre de paix avec nos frontières bien protégées,
malheureusement, de temps en temps, par effraction, il y a de telles infiltrations qui causent des drames. Nous le déplorons, madame. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre Isha Chiroma, d'avoir été avec nous ce soir sur l'antenne de France 24 en direct de Yaoundé. Dorothée Moison, la question que l'on se pose ce soir tous, on a le sentiment que les Français sont devenus les cibles des terroristes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est lié à l'opération que la France a menée au Mali et au fait peut-être que les Français payent une rançon? En tout cas, c'est ce que disait le député UMP des Français de l'étranger, Alain Marceau. Il a dit sur l'antenne de nos confrères de BFM TV, on sait que nous payons une rançon. On sait aujourd'hui qu'un otage français vaut entre 5 et 10 millions de dollars. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français sont, alors d'après des études qui peuvent être contestables, parce que c'est très compliqué de savoir combien il y a d'otages dans le monde aujourd'hui. On estime à 30 000 le nombre d'enlèvements chaque année dans le monde, d'enlèvements contre rançon, de kidnapping. Certains disent que c'est 10 fois plus, 300 000. Donc du coup, là-dessus, il y aurait la deuxième nationalité la plus enlevée, serait la nationalité française. Après les Chinois, on comprend pourquoi les Chinois sont les premiers, et devant les Allemands. Donc, il est vrai que les Français sont une nationalité extrêmement souvent enlevée et on peut dire qu'enlever ce père français, c'est atroce parce que c'est un père français. Ce qu'on peut voir depuis 10 ans, c'est qu'il y a un infléchissement, c'est qu'il y avait des catégories un petit peu protégées de ces kidnappings, qui étaient les journalistes, tout simplement, les humanitaires, qu'on respectait aussi pour l'aide qu'ils apportaient dans des pays en difficulté, des médecins ou autres, et les religieux. Donc on avait je ne dirais pas une zone protégée, mais c'était des personnes qui pouvaient plus librement circuler dans ces pays-là sans trop d'inquiétude. Depuis une dizaine d'années, le brassard presse, par exemple, ne protège plus. Au contraire, on devient une cible. Donc quand on est dans ces pays-là, symbole de l'Occident, de la chrétienté, on parle, puisque là, en l'occurrence, ça peut être le cas, on va être beaucoup plus ciblé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des prêtres, il y en a eu d'autres. Je pense notamment en Colombie. Je pense à un prêtre qui avait été... un Français a été enlevé. Ça n'a pas été très connu parce qu'on parle de ces Français-là. C'était un Français en 2006 dont on a très peu parlé. Je crois même qu'on n'a pas du tout parlé dans la presse française. Il a été libéré. C'est un prêtre colombien qui est parti pour aller payer la rançon à la demande des FARC à l'époque. Et les FARC se sont dit la rançon est peut-être pas suffisante. On va libérer le Français, mais on va garder le prêtre. Donc le prêtre avait été gardé en otage. Je vous rassure, il était ensuite libéré. Il y a eu aussi en Syrie, on a parlé d'un père récemment le père Pedro. Exactement. Le père Pedro qui est resté, qui est aujourd'hui, on pense, otage. La Syrie est un pays très compliqué puisqu'on ne sait pas trop finalement où sont les otages. Donc il y a une situation qui est en train de changer. Aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri. Jamais été, comme disait finalement le ministre, n'importe qui, on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme à côté de chaque personne, qu'il soit français ou autre. Maintenant, pourquoi les Français? Vous avez raison, et Alain Marceau a raison, il est bien placé pour le savoir. Il se trouve que la France, contrairement à d'autres pays qui sont peut-être plus intransigeants, plus fermes, comme les Américains, alors comme les Britanniques. On parle beaucoup, donc les nationalités un petit peu phares dont on parle, dont la fermeté est un petit peu légendaire, ce sont les Anglais, les Américains, les Israéliens, les Russes. Enfin, ils ne payent pas. Du moins, ils ne veulent pas négocier avec les terroristes. On pense à tous les Israéliens qui ont quand même... Enfin, les Israéliens qui ont échangé beaucoup de prisonniers contre certains otages. Je pense à Gilad Shalit, pardon. On pense à beaucoup d'autres... les Russes, soi-disant, ne payent pas. Quand un général russe est enlevé et kidnappé en Tchétchénie, il paye plusieurs millions de dollars pour payer la rançon. Il n'y a aucun problème. La difficulté avec notamment les Britanniques, c'est qu'il y a une sorte d'hypocrisie. Les Anglais disent qu'ils ne payent pas, c'est vrai. L'État britannique ne paye pas. Quand Edwin, d'ailleurs, est enlevé au Mali en 2009, il est exécuté parce que la Grande-Bretagne refuse de négocier avec ACMI, refuse de payer même la dépouille de son ressortissant. Mais la Grande-Bretagne a l'industrie de l'enlèvement contre rançon avec les assureurs et les consultants privés la plus développée au monde. Elle délègue au privé le paiement de ces rançons. On fait une petite pause, je vais vous donner la parole. On fait une petite pause, le temps du rappel des titres, et on parlera de cette secte Boko Haram, du problème de la sécurisation des frontières dans la seconde partie de notre débat. À tout de suite.